j'étais pensionnaire au collège, étant donné que je venais de Moindou. Mais il m'arrivait d'aller en vacances à Moindou. Et à ce moment-là, je voyais les passages des aviateurs américains qui venaient de Tantouta ou de Watom, qui venaient faire les marioles au-dessus du village de Moindou. J'étais encore à l'école, là. Ils passaient sur des convois, là, mais ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Ça allait du côté de la plaine des Gaillacs, tout ça. Des plates, tout ça, des avions, des canons, tout ça. Oh là là. Des fois, on vu des avions qui passent sur nous, mais ce n'est pas des petits, c'est des trucs à 2 lisses, à 3, à 4 lisses qui passent pour aller sur la Mécorail. Bah, on était contents de voir ça, hein, quand on était gosse, hein. Comme tout gosse, quoi. Hein. Ça vole en l'air, c'est joli, hein, c'est impeccable. Hein. Dis comment qu'ils font pour voler comme ça en l'air. Ouais, ça travaillait, quoi. Hein. À l'époque, à l'ancien temps, mais il n'y avait rien, il n'y a pas d'avion en Calédonie ici, Magenta, seulement le petit aéroclub là. Mais on n'avait pas écouté beaucoup d'avions en Calédonie. Mais depuis que les Américains sont arrivés, ils ont préparé à Népouy, ils ont posé à Népouy, ils ont posé à Tondouta. À cette époque-là, les Calédoniens ont été un petit peu des privilégiés parce qu'ils ont vu toutes sortes d'avions survoler les villages. Ça a été un pas en avant ou en l'air, selon qu'on était, parce qu'on passait d'une aviation légère qu'on avait un peu connue, qui était extrêmement débutante à l'époque, n'est-ce pas, à des appareils fantastiques. Bonsoir à tous. Alors que l'aviation calédonienne n'en est qu'à ses débuts, le 12 mars 1942, l'armée américaine va bouleverser le ciel calédonien. Après l'attaque de Pearl Harbor, le Caillou va devenir une base arrière pour l'US Army Air Force. Les Américains agrandiront et consolideront les pistes afin de permettre à leur flotte de décoller et d'atterrir sans problème. Le deuxième épisode de notre magazine Sur les traces du passé, consacré à l'histoire de l'aviation en Nouvelle-Calédonie, c'est tout de suite sur NCTV. Dès le début de la guerre, et en 1940 en particulier, la Nouvelle-Calédonie s'était ralliée à la France libre et le gouvernement du général de Gaulle, en accord avec la Grande-Bretagne et l'Australie, avait décidé déjà de prendre des mesures pour assurer la protection de la Nouvelle-Calédonie. Et en constatant qu'il n'y avait pas d'infrastructure aérienne avec des pistes d'atterrissage dignes de ce nom ici, dans le pays, eh bien, il avait été décidé de commencer à construire une vraie piste, cette fois-ci, à Tantouta, sur le même emplacement que le champ, la plaine qui avait reçu l'avion de Charles de Vermeil en 1932. Les Australiens, qui étaient les premiers militaires à venir pendant la guerre, avaient débuté la mise en route de la piste de Tantouta. La piste d'aviation est en service dès 1941 grâce au travail des Australiens et des Calédoniens. Suite à Pearl Harbor, donc rapidement, la Nouvelle-Calédonie est identifiée comme un point clé de la guerre du Pacifique, le dernier verrou avant l'Australie pour l'invasion japonaise. Ensuite a débarqué les spécialistes américains avec leur gros matériel et tout ça pour quand même aller plus vite et agrandir les pistes. Le grand bâtiment d'aviation à Tondouta, mais c'est eux qui ont fait. Nous, le Calédonie n'avait rien. Donc les Américains ont fait énormément de travaux pour permettre dès février 1942 l'arrivée d'une douzaine de B-17, de superforteresses. Et alors là, Tantouta va devenir la grande base américaine, avec 2 pistes, avec un nombre inimaginable d'avions, de hangars, d'installations au sol, de radioguidage, etc. Il y a eu jusqu'à 5000 personnes, c'est estimé à 5000 soldats américains, principalement de l'aviation. Bon, l'US Air Force n'existait pas à cette époque-là, c'était l'aviation de l'US Army, principalement, avec un hôpital de campagne, avec des dizaines de bombardiers, de chasseurs P-39, et tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'entretien, le soutien, vie de tous ces aviateurs, mécaniciens, soldats. Et donc, au total, ça couvrait une superficie qui dépasse de loin la superficie actuelle de l'aérodrome civil et militaire de Tantouta. Mais ils ne vont pas se contenter de construire que la piste de Tantouta. Ce sont les Américains également qui ont construit la piste de Magenta, qui ont construit la piste de Watom-Popideri, près de La Foix, qui ont construit évidemment près de Point-Bout l'aérodrome de la plaine des Gaillacs, l'aérodrome de Koumak aussi.
et puis même ceux de Thio et d'Imbéa qui étaient plus petits mais qui servaient d'aérodrome de dégagement. Ils avaient fait une petite piste à Magenta où ils montaient les avions qui descendaient des bateaux, ils les remontaient, surtout les avions légers. Donc cet aérodrome avait surtout été fait avec des grilles, ce qu'on appelait les grilles d'aérodrome américaines à l'époque. Alors ils utilisaient ce qu'on appelle les PSP, ce sont des plaques métalliques pour faire des pistes sommairement aménagées, rapidement aménagées, sur des grandes distances, puisque la plaine des Gaillacs était à un moment la deuxième piste la plus grande du Pacifique, en longueur de piste. Les commencements des travaux ont débuté en 1941, fin 41 déjà. En janvier 42, il y a déjà 12 B-17 qui ont atterri en direction d'Archard Field à Brisbane, du côté de Brisbane. C'est là d'où partaient les bombardiers pour reconquérir Guadalcanal. Mais ici, on est sur la piste qui est de 2300 mètres, parallèle à la mer. Bon, là, en ce moment, on marche sur du chrome de fer. Donc, vous voyez, c'est des petites billes de chrome, mais à l'époque, qui étaient recouvertes de goudron. Le goudron, sur quelques endroits, on peut encore apercevoir quelques plaques de goudron, mais la plupart, comme ça a été passé, nettoyé au gradaire pour récupérer les grilles américaines, eh ben, on est maintenant sur du chrome de fer. Les mécaniciens ici, ils n'appréciaient pas tellement ce secteur parce que, étant donné que les chromes de fer, il y avait pas mal de poussière, comme ils appelaient ça, l'enfer rouge ici. Donc ils avaient beaucoup de travail pour l'entretien des moteurs d'avion, principalement pour les filtres, les vidanger souvent. Ils allaient ici, là, à Watom. C'est les petits chasseurs. C'était tous ces petits mecs-là qui accompagnaient les gros combats, quoi. Ouais, les gros, ils allaient lâcher les bombes et puis les autres, ils les accompagnaient. Alors, c'est beaucoup les autres qui ramassaient, quoi, les petits, là. Mais quand ça se mettait en route le matin, là, pour chauffer le moteur, moi, 1 heure, mais un bruit infernal. Alors je me disais, Maurice, il y a les Japonais par là, ils savent où il est, les champs d'aviation. Les habitants des alentours, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais enfin, ils s'apercevaient quand même qu'il y avait pas mal d'avions qui partaient le matin très bonne heure et revenaient le soir. Certains étaient criblés de balles. J'étais me balader là-bas. Mais c'était terrible, hein. Oh. Il y en avait qui étaient criblés, hein. J'ai vu un à côté, là, que l'autre il démarrait, je voyais des trous de projectiles partout, hein, dans la carlingue. Hein. Je voyais les passages des aviateurs américains qui venaient de Tantouta ou de Watom, qui venaient faire les marioles au-dessus du village de Moindou. Et c'est là où j'ai fait mon premier vol. Un ami de la famille, qui était pilote à Tantouta, est venu un jour avec un Piper Cub, ce qu'on appelle un Piper Cub, un petit avion biplace en tandem, je me souviens. Il est venu se poser sur les marais salants de Moindou et il nous a offert à plusieurs enfants du village de faire un tour. Ça a été mon premier baptême de l'air. Une fois, je m'arrête ici à Watom, là. Alors là, il m'a invité à faire un tour en avion. J'étais heureux. J'étais heureux comme tout. Oh là 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 là. M'ont fait grimper là-dedans, m'ont fait assis derrière sur un siège. Sur le siège, il y avait une espèce de... Je crois que c'était le parachute, quoi. Hein. Alors il me disait, touche pas. Il parlait français, tu vois. Touche pas, il y a un Canadien. Touche pas. Allez, on est parti. Mais c'est serré, puis ça faisait assez bruit de ferraille là-dedans. Tout branlé là-dedans. On est parti, on est monté. Et moi, on a dit que j'avais 10 kilos sur la tête. Après, il a fait un grand tour comme ça, il remontait, puis après, il redescendait à pied. Je dis, oh là là, mais est-ce qu'on va remonter ou quoi? Allez, il remontait de mon chabalé, on remontait comme ça. Oh là là, oh, c'est impeccable. C'est un rêve. À la fin de la guerre, les Américains quittent le territoire en laissant derrière eux de nombreuses infrastructures. Il est temps pour l'aviation civile de reprendre du service. La piste de Tantouta sera choisie pour assurer les vols commerciaux vers l'extérieur et la première compagnie du pays verra le jour dans les locaux de l'Aéroclub calédonien. Lorsque la guerre cesse, les Américains laissent sur place des infrastructures, et ces infrastructures qui manquaient au pays
vont ensuite servir au développement de l'aviation après la guerre. Mais les pistes américaines n'étaient pas utilisables parce qu'elles avaient été abandonnées, n'avaient pas été entretenues. Je prendrai pour exemple que celle de Magenta, qui n'était absolument pas utilisable, parce que les Américains avaient renforcé la piste en mettant des grilles en métal, qui bien sûr, avec l'air marin qui était à proximité, avait rouillé. Il a fallu enlever tout ça et refaire tout un revêtement sur la piste de Magenta, notamment. Je me souviens, on avait tous notre clé à molette, notre marteau et tout ça. On a monté les hangars. Herbert était avec nous avant qu'il parte en France. Et c'est là que j'ai rencontré mes amis qui avaient commencé à étudier la possibilité d'avoir d'abord un aéroclub et ensuite une compagnie de transport aérien petit modèle. Ce n'est que dans les années 50 qu'à l'aéroclub, nous avons commencé à avoir des cours de pilotage auxquels j'ai participé avec de nombreux copains de mon âge de l'époque. Ça a été le début. Il faut dire qu'on sortait de la guerre, hein, qui nous avait donné un élan formidable parce que pendant la guerre, on a eu tous les Américains en Calédonie, n'est-ce pas, qui ont développé justement l'aviation. Et nous, on regardait tout ça, notamment les jeunes de l'époque, n'est-ce pas, un petit peu avec envie. Donc, si vous voulez, moi, je venais des Fidji, où j'avais vu le départ de Fiji Airways. Henri Martinet avait un bateau qui faisait le transport des passagers sur les loyautés et avait vu qu'il y avait un marché. C'était notre leader, excusez le terme, n'est-ce pas? On retrouve là Henri Martinet, hein, le pharmacien volant. On retrouve Herbert Coursin, Louis Schambrenner, Tom Johnston, M. Hagen et puis quelques autres. Jean Hagen était également un armateur qui travaillait beaucoup sur les îles Loyauté, donc on a profité de ses connaissances. Et Walter Hickson, qui était plutôt un financier et qui nous a aussi bien conseillé. Chacun avait ses compétences, hein, puisque Louis Schambrenner était déjà dans l'aviation, en représentant de la Paname. Herbert Coursin était plus pour l'aspect juridique. Ensuite, ils ont été rejoints par des hommes d'affaires, qui ont chacun apporté un petit peu leurs compétences. Il y a eu un événement extrêmement déterminant dans la création de la Transpac. C'est le naufrage de la Monique en 1953 qui a fait 126 morts à l'époque et qui a beaucoup traumatisé la population des îles, qui était essentiellement la population qui voyageait à bord de ces bateaux pour venir sur la Grande Terre. On ne pouvait plus continuer à transporter les gens sur des rafiaux. Il fallait faire quelque chose de sérieux. La Monique elle a coulé, mais elle a un peu enterré, si j'ose dire, le transport maritime, n'est-ce pas? Voyant la crainte des Loyalciens de reprendre le bateau après le naufrage de la Monique, ils ont dit que peut-être les gens ils vont venir vers l'aviation, vers l'avion. La compagnie, la direction à l'époque a dit que ils ont pensé que peut-être c'est le moment opportun de favoriser justement le transport aérien entre les îles et la Grande Terre. Donc tout ça mis bout à bout et avec l'esprit aérien qui nous absorbait à l'aéroclub, on a donc pensé à la création d'une société aérienne, une société de transport aérien. Ils ont donc fondé la compagnie Transpac au travers du Pacifique. Transpac, c'était une ambition énorme. On l'a appelé Transpac parce que c'était transport aérien calédonien, mais on avait aussi derrière la tête l'idée de faire Transpacifique. C'est pour ça que, si vous voulez, on avait opté pour le nom de Transpac. La Transpac a démarré très petit, un peu comme l'aéroclub, dans les locaux de l'aéroclub d'ailleurs, à Magenta. La création juridique a été en 1955. On partait pas de zéro, mais presque.
Alors il a fallu tout faire, n'est-ce pas? Et en ce qui nous concernait, nous, ce Transpac Air Calédonie, il a fallu tout construire, tout faire, y compris et surtout les aérodromes, avec l'aide et l'approbation tacite éventuellement de presque tous les Calédoniens. Puisqu'il n'y avait pas de piste encore sur les îles, ils avaient pensé d'aller voir les grands chefs pour leur demander justement de céder des terrains pour justement faire les pistes. Eh bien, je peux vous dire qu'on a été accueillis d'une façon formidable. Et d'abord, toute l'organisation tribale, tous les grands chefs, etc., n'est-ce pas, nous ont beaucoup aidés. Ils avaient compris que c'est là quelque chose de bien et de bénéfique pour les gens des îles. Donc, ils ont tout de suite accepté. Transpac doit aussi beaucoup au fait que les gens des îles ont réalisé l'intérêt d'une telle structure pour eux-mêmes. Je sais même que les grands chefs, ils étaient dans le conseil d'administration de la compagnie. La société Transpac, n'est-ce pas, a eu des actionnaires mélanésiens en grand nombre, et je crois que c'est la première société où les actionnaires mélanésiens étaient en majorité en nombre. Ils ont joué le jeu, ils nous ont ouvert des terrains partout où c'était possible. Au départ, l'origine du projet, c'était ça. C'était offrir un moyen de transport aux populations des îles pour les relier à la Grande Terre. Et aussi avec tout un côté dirais-je, humanitaire. Parce qu'il y avait bien des installations, des installations aux îles Loyauté, mais enfin, Nouméa était quand même mieux armé. Et dès qu'il y avait des problèmes de santé, n'est-ce pas, on pouvait amener toutes ces personnes-là à Nouméa se faire soigner. Et je peux vous dire qu'on on en a transporté. Il répondait à une vraie demande qui était une demande de désenclavement. Il a fallu tout mettre en place, personnel, et technique, etc. Et les premiers vols ont eu lieu en septembre. Le premier vol, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un Nouméa, Maré, Lifou, Nouméa, ce qui était formidable. Ouais, la première fois que j'ai vu un avion, c'était quand j'étais en vacances à Ouvéa. La Transpac qui venait d'acquérir un Dragon, le Dragon rapide, là, est venu se poser pour la première fois à Ouvéa. Les premiers appareils qui se sont posés sur ces pistes en herbe, c'était les premiers avions de la compagnie, à savoir le Dragon, qui était donc un avion donc aux ailes entoilées, qui pouvait transporter jusqu'à 9 passagers. Donc c'était un petit avion qui pouvait se poser quasiment partout et sur des pistes en herbe. Toute la population d'Ouvéa s'est rendue vers le sud, à Balaba, où il y avait le premier terrain d'aviation. S'est rendu là-bas par curiosité pour regarder un avion qui arrivait pour la première fois à Ouvéa. Les premiers vols, eh bien, il y avait toute la population de la tribu avoisinante qui était là et qui venait vous accueillir en quelque sorte et regarder cet outil-là qui va prendre les airs, transporter des gens, etc., n'est-ce pas? Et bien sûr, ça s'est ensuite essaimé, mais au début, il y avait beaucoup de monde. Les avions attiraient les foules au départ, c'est sûr. Hein. Aussi bien dans les îles que sur la Grande Terre. Hein. Au début, il y avait une hésitation des gens. Et ensuite, au fur et à mesure que les avions arrivaient dans les îles, les gens commençaient à prendre l'habitude de voyager en avion. On nous traitait un peu de fous, quand même, je vais vous dire, à l'époque. Hein. C'est, entre parenthèses, hein, certains n'y croyaient pas du tout. Il est clair que créer une compagnie aérienne dans les années 50, c'était un projet très ambitieux. Et quand on entend encore aujourd'hui Louis Eschenbrunner et Herbert Coursin, la première chose qu'ils vous disent, c'est « mais jamais on n'aurait pensé que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui ». Parce qu'on s'en demandait justement quelle allait être la réaction de nos futurs clients. Mais tout a été dans le bon ordre et dans le bon sens, n'est-ce pas? Et c'était formidable. La première année, on a fait 5000 passagers. On a fait 5000 passagers avec un avion, avec 2-3 après, on avait acheté d'autres, 2-3 avions de 6 places. C'était quand même un beau résultat.
Les gens des îles étaient très satisfaits par le transport aérien. C'est une autre façon de voyager. C'est quelque chose de beaucoup plus moderne, je dirais, de beaucoup plus moderne que le bateau. Après les îles, on est allé sur la Grande Terre. On a un peu, entre guillemets, tâté le terrain dans différents endroits. En avril 1954, la compagnie Transpact dessert Pointe-Nimier et Nouméa en plusieurs rotations dans la semaine, et ceci jusqu'en juillet 1976. Et puis il y a eu plein de pistes qui ont été créées sur la Grande Terre. Hein. Il y a eu Tours, il y a eu Pointe-Nimier, il y a eu Yingen. Donc à côté de ça, la Transpac avait créé une petite compagnie d'avions-taxi qui, elle, desservait avec des petits avions, hein, donc de 5-6 places, desservait des communes comme Pointe-Nimier, comme Yingen, etc. Où on amenait uniquement les clients des hôtels. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, la route pour se rendre sur la côte Est n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était long, c'était compliqué, il fallait avoir la voiture adaptée. Donc finalement, l'avion répondait à un réel besoin. Donc il y a eu ensuite la construction des routes, des cols, on a goudronné les routes, etc. Donc l'avion n'avait plus vraiment d'utilité sur certaines destinations. Il y a certaines petites destinations qu'on a dû abandonner pour différentes raisons, mais on a conservé les grandes lignes. Et les grandes lignes, c'est celles que vous voyez actuellement, c'est-à-dire Koné, VKP, Koumak et les Bélep. Directeur, donc, qui était Herbert Coursin, hein, a beaucoup œuvré à développer la Transpac. Et en 1969, c'est Louis Eschenbrunner qui a repris la direction. Comme je le dis souvent, Herbert a assuré le décollage de la Transpac. Moi, je suis venu après, en 1967, et j'ai assuré la mise en croisière. Et Louis s'est dit que si finalement il voulait obtenir le soutien des politiques, le soutien de la Nouvelle-Calédonie, il fallait donner à la compagnie un peu plus d'identité locale. Et donc, il a proposé de changer le nom de la Transpac pour Air Calédonie. Et ça a marché puisque, quelques temps plus tard, la Calédonie est rentrée au capital de la compagnie et a également œuvré à son développement. Puis, après la provincialisation, ce sont les provinces qui sont rentrées à leur tour dans la compagnie. C'est donc vraiment aujourd'hui une compagnie pays. Le sens que j'ai donné à mon action à Aircal, c'est de faire comprendre aux Calédoniens que c'était une société de service public. Nous étions partis d'accord et sommes toujours une entreprise privée sur le plan légal, mais le service public, l'utilité publique du service s'est confortée au fil des années et aujourd'hui devenu incontournable. Voilà, donc l'aviation est un outil indispensable au développement de tout pays et la Nouvelle-Calédonie en a profité comme beaucoup d'autres pays. À cette époque-là, quand on parlait de la Nouvelle-Calédonie et des îles, on parlait de la Nouvelle-Calédonie et dépendance. Eh bien, je crois pouvoir affirmer sans prétention que Aircal a permis au fait qu'aujourd'hui, quand on parle de la Nouvelle-Calédonie, on parle aussi des îles, sans mentionner les dépendances. Les îles sont devenues une part entière de la Nouvelle-Calédonie grâce et beaucoup à Aircal. Ils avaient réussi en 1955 à transporter un peu plus de 5000 passagers. Et l'année dernière, en 2014, Air Calédonie a transporté plus de 400 000 passagers. Donc ça donne une idée au travers de ces deux chiffres, simplement, de l'importance et du rôle capital que cette compagnie Transpac, fondée par les pionniers dont j'ai parlé tout à l'heure, donc a pris dans le paysage économique, commercial et aéronautique, bien sûr, de notre Nouvelle-Calédonie. Quand aujourd'hui on vous parle de destin commun, du vivre ensemble, c'était pas évident à cette époque-là, je peux vous le dire. Et moi, je fais partie de ceux qui prétendent qu'Aircal est un des outils
de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Ça a rapproché les Calédoniens comme rien d'autre avant. Voilà, notre série consacrée à l'histoire de l'aviation en Nouvelle-Calédonie est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris plaisir à la suivre. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.nctv.nc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de notre magazine sur les traces du passé. Merci de votre fidélité et bonsoir à tous.